Désir interdit, écrit et lu par Joanne Chantre. Chapitre 1. Stanley Kurtman était assis à son bureau de responsable des ventes. Ce poste, qu'il occupe depuis 8 ans, paraissait comme fait pour lui. Son contact avec la clientèle était réduit, car cette mission était déléguée à tous les employés de son open space. Et sa secrétaire, Hélène Schneider, s'occupait de toutes les prises de rendez-vous et gérait tous les aléas auxquels les employés étaient confrontés. Pour ainsi dire, Stanley Kurtman travaillait seul, ne voyait que peu de monde. D'un naturel taciturne, il était muré dans une tour de glace. Ses rares contacts avec les autres se pratiquaient avec peu de mots. Un hochement de tête, un regard de ses yeux bleus, bien peu de paroles. La Women Fragrance Institute était une entreprise au rythme effréné. Leur but était de sortir un parfum tous les 4 mois. Un parfum par saison. La saison d'automne démarrant le lendemain, Stan Kurtman terminait le budget prévisionnel de vente du parfum. Tâche qui, dans toute entreprise, était prévue des semaines à l'avance. Le grand patron, Harold Edmond, aimait connaître les chiffres qu'au dernier moment pour avoir un effet de surprise. Le boss lui avait demandé de l'ambition, beaucoup d'ambition. Stan s'était alors lancé dans le déplacement de quelques virgules. Il avait pris le prévisionnel du dernier parfum et avait fait une augmentation de tous les chiffres d'environ 7,5%. Il s'était amusé à cette tâche. Stan sursauta en entendant la porte de son bureau claquer contre le mur. Il leva les yeux et trouva la plus horrible des choses. Les cheveux en pétard, avec des mèches manquantes, un surpoids irrattrapable, un teint cireux, transpirant, des talons fendillés, sur des chaussures ouvertes, laissant apparaître des ongles délaissés. Hélène Schneider était aux yeux de Stan une véritable abomination. « Monsieur, X et Polkis se battent, je ne parviens pas à les séparer. » Stan se leva d'un bond et passa devant sa secrétaire sans lui dire un mot. Il se dirigea vers l'open space où s'élevaient des rires et des colibés. Deux jeunes hommes se chamaillaient, a priori pour une tasse de café renversée, et les rires s'estompèrent peu à peu tandis que Stan s'approchait. Puis ce fut un silence religieux qui prit place dans toute la pièce. Les deux jeunes hommes, qui étaient sûrement prêts à se lancer dans un pugilat, s'arrêtèrent net quand ils comprirent que la présence de leur chef était tout, sauf pour une visite de courtoisie. Stan balaya l'assemblée de ses yeux de glace et se pencha ensuite sur les deux trouble-pées. « Un problème, messieurs ?» Sa parole étant rare, sa voix était profonde et grave, ce qui ne manqua pas de faire son effet. X, ou Polkis, il n'en savait foutre rien, montra la tache de café sur son pantalon et tenta ensuite de se justifier en montrant du doigt son assaillant. Ce ne fut que quelques borborigmes inintelligibles qui sortirent de sa bouche. Puis il se tut, comme tout le reste de ses 17 autres employés. Stan balaya à nouveau l'assemblée, jeta ensuite un dernier regard aux deux, puis, sans dire plus, retourna à son bureau et claqua la porte. Chacun dans l'open space était encore choqué de la visite surprise de leur chef, lui qui ne sortait jamais de son bureau. Cette apparition fit figure d'événement et fut sujet de discussion entre les appels qui foisonnaient jusqu'à la fin de la journée. Lorsque 17h30 sonna, Stan sentit l'effervescence. Tous les soirs, c'était le même rituel. Tous ces employés qu'il voyait par sa baie vitrée venaient signer leur émargement au bureau de Hélène, puis ils se jetaient tous dans l'ascenseur. Les chanceux rentrant les premiers, d'autres attendaient bêtement que l'ascenseur veuille bien repasser par le 18e étage. Certains marginaux se jetaient dans les escaliers. Le manège durait environ une demi-heure, et Stan attendait ensuite que Hélène parte. À 18h15, le 18e était vide. Il lui était hors de question de se mêler aux autres pour rentrer chez lui. Il ne supportait pas le bruit, ni les rires, et encore moins les potins. Tous les échanges sociaux. Il sortit de son bureau et apprécia le silence, ferma la porte de son bureau à clé et la laissa sous le pot de fleurs près du pupitre de Hélène. Le plateau était grand, mais le chemin vers l'ascenseur était court. Il appuya sur le bouton.
Bonne soirée, monsieur Cartman. Stan sursauta, de nouveau, et se tourna vers cette voix. Un jeune homme, d'une vingtaine d'années, se tenait à quelques mètres de lui, un balai sur l'épaule, un seau dans l'autre main. Et surtout, un sourire immense et espiègle sur le visage. Un sourire qui ne pouvait vouloir que du bien à celui à qui il était adressé. Ce genre de sourire qui pousse à sourire. Stan prit sur lui pour ne pas rendre l'appareil et hocha vivement la tête en signe de remerciement. Go Falcons! La voix du jeune homme fit presque trembler Stan tant il s'était exclamé fort. L'ascenseur arriva à point nommé. Il s'y engouffra rapidement, laissant le jeune agent d'entretien au milieu de l'étage. Go Falcons. Stan avait oublié. Les Falcons d'Atlanta affrontaient Tampa Bay en fin de journée. Un bon match de football et une bonne pizza arrosée de bière étaient une perspective que Stan chérit immédiatement. Arrivé dans le hall du rez-de-chaussée, il restait encore quelques cadres, mains dans les poches, tous riaient, à gorge déployée, se vantant de leur journée de travail productive. Tous cherchaient à gagner une place, à se marcher les uns sur les autres. Cette satisfaction que Stan rejetait, cette satisfaction que Jack London fuyait comme la peste, Stan en avait fait une habitude aussi. Fuir la satisfaction, travailler comme un fou et accueillir la gloire. C'est pour ça qu'il évitait tous ces m'as-tu vu de la Women Fragrance Institute. La WFI était implantée au centre d'Atlanta depuis une trentaine d'années. Le légendaire Harold Edmond menait sa barque d'une main de maître. Ces derniers temps, il avait laissé filtrer qu'il prendrait bientôt une retraite bien méritée. Son propre fils étant en prison pour de sombres méfaits, Harold Edmond cherchait un successeur. Lorsque l'information jusqu'aux oreilles de Stanley, il comprit qu'il avait des cartes à jouer. Depuis plus d'un an, il s'était jeté corps et âme dans le travail, un labeur acharné dont il espérait récolter les fruits. C'est avec cette pensée qu'il monta dans son Kuga. Stan respira un grand coup, puis alluma une Winston. Sur la route, il vit le centre-ville en effervescence. Le match contre Tampa Bay était un événement. Les supporters, vêtus de rouge, de maillots à l'effigie des meilleurs joueurs du moment. Stan, qui était un homme très mesuré, ne prendrait jamais part à de telles festivités. Les voir se dérouler sous ses yeux lui convenait. Il remonta Briar Cliff Road, passa devant le Barneys, hésita à s'arrêter pour voir le match à l'intérieur, mais celui-ci était déjà rempli. Il passa ensuite le Charles McDaniel Park, prit à gauche, Midorway East Side et parvint à la résidence Kenricks Art Lane. La vieille résidence était en forme de cercle, un grand cercle, lui-même entouré de maisons. Du moins, c'est ce qu'était le Kenricks Art Lane, une quinzaine d'années auparavant. L'histoire voulait qu'une malédiction soit tombée sur tous les habitants de cette résidence, les menant à une mort atroce. La conseillère immobilière ne s'était pas gênée pour en parler à Stan, qui avait haussé les épaules, avait acheté la seule maison qui n'avait pas été rasée pour la moitié de son prix et s'y était installé. À environ 20 minutes de son travail, quelques coins de verdure, c'était un luxe qu'il ne pouvait pas refuser. Stan entra chez lui, desserra sa cravate et jeta sa sacoche sur le canapé. Il desserra aussi sa ceinture qui commençait à être de plus en plus serrée et se jura intérieurement de faire davantage attention à son relâchement abdominal dans les semaines qui suivraient. Après avoir appelé la pizzeria qui se promettait de livrer dans la demi-heure, il s'assoit enfin sur le canapé et alluma la télé. Célibataire endurci et minimaliste au possible, Stan vivait avec peu. Sa petite maison n'était pas décorée, il n'avait pas de matériel dernier cri, ni de bibelot de décoration. Il y avait le strict nécessaire, et il aimait que son espace soit vide. Le vide ne lui faisait pas peur. Il l'avait lu dans un livre que la seule chose que l'on pouvait posséder, c'était ce que l'on avait dans sa tête et son cœur. Il avait établi un dogme autour de cette phrase. Son ordinateur se trouvait sur la petite table du salon. Il chassa cette idée immédiatement. C'était encore gérable pour l'instant. Le match commençait que dans 30 minutes et il fallait les tuer. Un nouveau regard sur son ordinateur. Non, se morigina-t-il. Il passa une main dans ses cheveux et son téléphone fixe sonna. Le nom sur le cadran ne le ravit pas, mais au moins cela l'occuperait un petit moment. Bonjour, maman. Stan, c'est horrible.
Stan souffla un bon coup. Il s'attendait à ce que sa mère se perde et se confonde en mille histoires qu'elle lui raconterait d'un seul souffle. Stan, tu es là? Oui, je suis là, explique-moi. Stan, tu te souviens de Marc? Le prénom lui rappela quelque chose, vaguement au départ, puis sûrement ensuite. Un prénom qui était loin dans ses souvenirs, enfoui, presque oublié. Marc Donahue? La voix aiguë de sa mère ramena le souvenir de son ami d'enfance nettement dans sa tête. Il eut l'impression de prendre un coup de massue sur la tête tant son enfance, son adolescence étaient pour lui à des années-lumière de sa pensée immédiate. Pourtant, ce nom et ce prénom ramenèrent certains souvenirs à la surface. Marc Donahue. La saveur de l'amitié. C'était Marc qui lui avait fait goûter. Du moins au départ. Tu te souviens maintenant? Oui, je me souviens. Il va bien? Tu as eu des nouvelles? Stan fut surpris par le ton joyeux qui sortit de sa propre bouche. Stan, il a été arrêté par la police. Il est condamné à mort. L'annonce fit un drôle d'effet à Stan. Il connaissait le jeune homme avec qui il avait passé une grande partie de son enfance, mais l'homme lui était totalement étranger. Condamné à mort? Mais pourquoi? C'est passé aux infos. Marc a tué des gens. Les médias en ont fait toute une histoire. J'ai suivi pendant un bon moment, mais je ne voulais pas t'en parler. Je sais que tu ne regardes pas les actualités. Les médias l'ont appelé le tueur d'hommes. Tu imagines? Stanley Marc a tué 12 hommes. 12, c'est horrible. 12 familles brisées. Stan était circonspect et à la fois horrifié. Beaucoup de choses se bousculèrent dans sa tête. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ces hommes lui ont fait? Tu ne comprends pas, mon chéri. Ces hommes ne lui avaient rien fait. C'est juste des hommes qu'il séduisait et ensuite il les tuait pour combler ses désirs sexuels. Marc était un sociopathe. C'est le mot qu'ils ont utilisé à la télé. Sa mère anéantie. Elle n'imaginait même pas que son fils ferait des choses si atroces. La voix de sa mère parut comme un murmure aux oreilles de Stan, puis elle ne fut plus rien. Il était aspiré, happé par ses souvenirs. Rien, absolument rien n'aurait pu mener à croire que Marc finirait comme cela. Ou peut-être que si. Leur première rencontre datait de la 7e. Marc était un jeune homme grassouillet, qui était bien souvent moqué, raillé par ceux qui l'entouraient. Combat auquel Stan n'avait jamais pris part. Le souvenir le plus marquant fut la fois où ils se sont parlé pour la première fois. C'était le premier cours de la matinée, et un élève s'en était pris à Marc. « Hé, la marquise, tu me files ton sandwich à la récré? T'en as pas vraiment besoin ?» Stan, qui était de ces élèves qui s'occupaient de leurs affaires, n'avait pas voulu intervenir. Seulement, lorsque la prophétie se réalisa à la récréation de 10 heures et que l'assaillant est venu réclamer son dû, Marc s'était laissé faire, acceptant les moqueries sur son physique, les humiliations, la peur, la honte qu'il avait consumée entièrement. Lorsque la bande de petits salopards fut partie, Stan se décida d'approcher de Marc. Il lui avait donné la moitié de son sandwich et était resté à côté de lui sans parler. Puis ils ne se sont jamais quittés jusqu'au secondaire. Mais Stan ne parvenait pas à remettre le doigt sur ce qui les avait séparés. « Mon chéri, tu es là ?» Un bruit de scooter ramena Stan sur terre. « Oui, je suis là, mais il faut que je te laisse, j'attends quelqu'un. »« Dis-moi que c'est une femme, elle s'appelle comment? Je la connais ?»« Un livreur de pizza !» Il raccrocha violemment le combiné du téléphone. Le rouge lui était monté aux joues en moins de temps qu'il n'avait fallu pour le dire. Il ne supportait pas que sa mère veuille le caser à tout prix. On cogna à la porte et, énervé, Stan prit un billet de 20 dollars dans son portefeuille et ouvrit la porte. Derrière celle-ci apparut une jeune femme. Un casque sans visière sur la tête, vêtue d'une parka rouge, elle arborait un air las. « Bonjour monsieur, voici votre pepperoni, la bière, 12 dollars. » Stan récupéra sa commande, tendit les 20 dollars. Elle fouilla dans ses poches, à la recherche de monnaie, mais d'un geste de la main, Stan l'intima de la garder. Le visage de la jeune femme s'illumina et un grand sourire fendit son visage. Stan sentit son cœur battre la chamade. Cette jeune fille était à sa botte pour 8 dollars. Il venait de le sentir, c'était clair comme de l'eau de roche.
clair comme un et un font deux. Il posait la pizza et la bière sur son plan de travail et se fit violence en la remerciant d'un signe de tête et en fermant la porte. La livreuse bloqua la porte avec son pied, ce qui l'agaça fortement. « Désolé, mais je ne vous ai pas donné vos sauces pimentées. » Stan tendit la main. L'action dura que quelques secondes. La livreuse entra en contact avec les yeux de Stan et ils échangèrent un regard long, profond, marqué. Tandis qu'elle prit dans sa poche bien trop de sachets de sauce pimentée pour une personne, elle les posa dans sa main et en fit tomber par terre. Leurs yeux ne se lâchèrent pas. Ce qu'elle fit encore, c'est de garder sa main sur celle de Stan. Le temps d'un instant. Le film dans la tête de Stan se joua en un quart de seconde. Il la tira vers lui, ferma la porte. Il lui arracha son casque de scooter et libéra ses cheveux, qu'il prit à pleine main. Toujours leurs yeux en contact, il tira de sa main gauche la poignée de cheveux, ce qui rejeta le visage de cette jeune femme dont il ne connaissait ni le nom ni le prénom. Il baissa la fermeture éclair de l'anorak rouge, laissant voir un petit soupul noir, gonflé par deux petits seins aux tétons durs et érigés. La jeune salope aime ça, pensa-t-il, mais ce n'était pas le but. Enlève ta putain de veste, lui dit-il. Ce qu'elle fit, à genoux, ce qu'elle fit. Il sortit son membre de son pantalon et lui fourra dans la bouche sans qu'elle eût le temps de demander pourquoi. Toujours la main dans ses cheveux, il fit faire des va-et-vient à sa tête, allant de toujours de plus en plus profond. « Stop, arrête !» qu'elle dit. Mais elle aurait dû y penser avant. Il tira encore plus fort sur ses cheveux. Ses yeux embués de larmes, cela le fit durcir encore plus. Stan posa son front contre le sien. « Soit tu fermes ta gueule, soit tu es morte. Est-ce que c'est clair ?» Il tira sur ses cheveux encore et colla son visage contre le carrelage et... « Tout va bien, monsieur ?» Stan revint à la réalité. La main de la jeune fille, encore sur la sienne, leurs yeux ne s'étaient pas quittés. « Si je puis me permettre, monsieur, vos yeux sont à tomber par terre. » Stan prit ce qu'elle lui avait laissé dans la main et claqua la porte, laissant la livreuse bien derrière. Essoufflé, transpirant, il prit 5 minutes pour retrouver son souffle, posa la main entre ses jambes. Humide et visqueux, il n'en revenait pas. Il s'était éjaculé dessus. Stan se changea et mit rapidement dans la machine à laver ses vêtements souillés. Mal, honteux, il se posa sur le canapé. Sa mère voulait absolument le caser, lui ne voulait pas, mais il ne pouvait l'expliquer à personne. Comment faire comprendre à sa mère, à cette livreuse, qu'il était dangereux, bien trop dangereux.